YouTube est une plateforme de destination, donc déjà on sait exactement quand on clique sur une vidéo YouTube la durée de la vidéo. Donc on est déjà en condition et on sait ce qu'on va regarder. Sur Facebook ou sur Snapchat aussi, où il y a des contenus de 3 minutes et plus, c'est un peu différent, on est un peu plus dans cette logique de flux, donc il faut être beaucoup plus percutant. Et après il y a plein de spécificités quand on est sur YouTube, qui est une plateforme historiquement de créateurs. Il y a même des nouveaux métiers qui n'existaient pas avant, les Minia Makers, qui sont des gens qui sont spécialisés dans l'édition de miniatures YouTube. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Jérémy Nakache, cofondateur d'Explore Media. Jérémy, bonjour. Bonjour François. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler d'Explore Media. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Explore Media, c'est un média spécialisé dédié à l'edutainment. Donc voilà, vous sentez un peu les guillemets dans ma voix parce que c'est un peu un nouveau concept que tu vas peut-être là nous expliquer. C'est quoi l'edutainment ? Alors c'est la contraction de éducation, educational et entertainment. Et en fait, ça explique bien ce qu'on fait. C'est des sujets où on a envie que les gens apprennent des choses. Donc on peut parler d'histoire, de sciences, de découverte, de géographie. Et tout ça enrobé de divertissement parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on fait de la vidéo. Et c'est ça, c'est un format, un média 100% vidéo. Tout à fait. 100% réseaux sociaux. On pourra en parler puisque effectivement ça fait quand même un peu écho à pas mal de médias qu'on connaît, qu'on a suivis, des Vice, des BuzzFeed, etc. Alors qu'ils n'étaient pas forcément que sur la vidéo, mais il y a tout le modèle économique dont on pourra parler. Et je trouvais ça intéressant. Explore Media, on fait un peu la carte d'identité. Tu peux nous raconter peut-être avant la jeunesse d'Explore Media ? Ouais, alors juste pour situer, Explore Media, aujourd'hui c'est 35 personnes, c'est 10 millions d'abonnés et on est présent sur toutes les plateformes. Et on a commencé, c'est assez singulier, j'ai envie de dire, l'histoire d'Explore Media, puisque mon associé et moi, on n'était absolument pas destinés à faire une carrière dans les médias, on n'est pas journaliste. C'est ça, je mettais, t'as un profil, donc rien à voir pour le coup, accès conseil et finance, un diplôme de l'EM Lyon, ouais. T'es passé chez BNP, Capgemini, donc vraiment un profil plutôt business en l'occurrence. Ouais. Et donc Michael, ton associé, qui lui aussi a un profil... Ouais, lui qui est ingénieur, donc lui il a fait une école d'ingénieur, il a fait l'Imperial College à Londres, et en fait on s'est accordé sur le fait qu'on voulait monter notre boîte tous les deux en 2014, et donc on a beaucoup discuté. Et aux États-Unis, à ce moment-là, on parlait beaucoup de crowdfunding. Donc c'était le moment où il y avait Kickstarter, Indiegogo et plein de nouveaux produits, un peu gadgets parfois, qui sortaient et qui faisaient des campagnes de crowdfunding. Et nous, on s'est dit, qui marchaient bien sur effectivement des super vidéos, des trucs qui donnaient grave envie. Exactement. Je me rappelle de la fameuse glacière, qui avait été un des grands produits et qui tournait en vidéo, qui donnait vraiment envie. Et donc en fait, nous, on a en regardant ce qui y avait comme émulation sur cette plateforme de crowdfunding, on s'est dit mais c'est quand même génial, mais c'est aussi dommage que ces produits-là disparaissent. Et donc en fait on s'est dit on va créer une place de marché où on va référencer en fait toutes ces startups qui avaient créé des produits géniaux. Et on va les référencer sur une plateforme. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir acheter un produit à une startup qui était aux États-Unis, en Amérique latine ou en France. Et donc, on a créé ce site-là. Donc, c'était fin 2014 et surtout l'année 2015. Et donc, comme tu le disais, c'était sur le crowdfunding. Il y avait beaucoup de vidéos et donc c'était des startups qui présentaient les équipes. C'était une autre manière de se présenter en e-commerce entre guillemets. C'est clair. Et donc, c'est ce que vous faisiez au départ, mais donc, c'est pas vous qui réalisiez, c'était recenser toutes ces vidéos. Exactement. Ouais. Et donc, c'était vraiment le principe de la place de marché. Donc, on référençait ces startups-là. Donc, ça marchait très bien. On a référencé plein de startups. Et après, au bout d'un moment, comme tout site de e-commerce se pose la question de comment on se fait connaître. Ouais. Et on a créé mi-2015 une chaîne Facebook qu'on a appelée Une Innovation par jour. Alors,
ça c'est le petit hack pour faire connaître le site qui a fonctionné. On a testé plein d'autres qui n'ont pas forcément marché, mais en tout cas on a créé une innovation par jour avec cette idée de partager en vidéo des innovations. Et donc c'était le moment, et on a eu beaucoup de chance, je pense, parce qu'on était au bon endroit au bon moment. Avec le bon algorithme. Exactement. Et c'est le moment mi-2015, fin 2015 et puis toute l'année 2016 où Facebook a dit je veux que de la vidéo, et surtout de la vidéo qui est directement postée sur Facebook, donc la vidéo native. Ouais. Et donc en fait on a grossi très très vite et la chaîne Innovation par jour a explosé. Et mais à ce moment-là, on était d'abord 2 avec mon associé, on était dans le sous-sol du 9e arrondissement, après on était 3 avec Clément que je salue, qui est d'ailleurs encore avec nous aujourd'hui. Et mais on montait sur iMovie et on faisait des millions et des millions de vues, quoi. Et c'était vraiment des vidéos que vous faisiez ou vous trouviez que vous ce que je me souviens de cette chaîne, et toujours des trucs un peu spectaculaires, ouais. Les innovations, donc vraiment bien fait pour les réseaux sociaux. C'était des vidéos que vous créiez ou des remontages pour avoir une espèce de patte. C'était beaucoup de remontages qu'on faisait, et c'est vraiment 2016 le moment où en fait même des médias comme Naosis ont créé un peu les vidéos avec du texte en surimp qui a été repris par Brut en France. Donc nous on était vraiment à ce moment-là. J'ai fait un épisode là-dessus sur justement il y a pas longtemps sur un livre sur ces vidéos à la Brut, mais c'était effectivement des parts Naosis ou AJ+, etc. Et ces formats vraiment pour les réseaux sociaux. Et voilà, je peux peut-être continuer un petit peu l'histoire pour voir comment vous passez de ces vidéos que vous remontez à iMovie à 3 dans un garage à aujourd'hui 35 personnes. Alors c'est peut-être il s'est passé plein de choses, mais le modèle, quand est-ce qu'il a un peu changé? Et en fait, c'est début 2017 où en fait on commence à prendre goût au fait de faire des millions de vues sur les réseaux sociaux. Des chiffres, tu peux donner quelques chiffres à l'époque, combien vous aviez d'abonnés ou de vues? Ouais, en fait, c'est je pense un peu plus d'un an après, c'est je pense décembre 2016 où on fait plusieurs dizaines de millions de vues par mois déjà, alors qu'on est 3. Et surtout, on a des contacts entrants en fait de gens qui disent mais est-ce que vous pouvez parler de nous? Et c'est à ce moment-là qu'on se dit mais en fait la petite ampoule qui s'allume derrière la tête, tiens, il y a quelque chose à faire, il y a un modèle. Et puis surtout on s'éclate dans ce qu'on fait, quoi. C'est hyper grisant en fait de voir ces milliers de commentaires et ces millions de vues. Et donc début 2017, c'est là où on change complètement le modèle et qu'on crée officiellement Explore Media. Et on a commencé d'abord sur l'innovation et puis après on va en parler, mais on a élargi largement le scope. Et la page Facebook Une Innovation par jour a disparu, existe toujours, non, elle est rebrandée, elle existe revendue. Toujours. Elle existe toujours et on a du mal à changer le nom de cette chaîne pour des raisons presque nostalgiques, sentimentales. Exactement, pour des raisons sentimentales, on a un peu de mal. C'est bien, il faut le garder. Vous monétisiez en dehors donc de ces boîtes qui commençaient à vous contacter? C'était de la pub, un partage de c'était quoi le modèle à l'époque? Ouais, alors c'était exclusivement du brand content. D'accord. Et en fait, on a grandi comme ça. Alors, en 2017, on a levé un peu d'argent auprès de Business Angel, où on a levé un peu moins de 500 000 € en 2017, ce qui nous a permis, en fait, de recruter, des premiers monteurs, un premier journaliste, pour vraiment muscler un peu cette capacité à créer des contenus qui sont un peu plus originaux que ce qu'on faisait auparavant. Ouais. Et puis après d'essayer aussi de monétiser par du brand content à l'époque. Ouais. Et donc là on faisait des partenariats, en fait on créait des vidéos qu'on diffusait après sur nos chaînes, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui le modèle Explore c'est exclusivement du brand content? Alors c'était le cas jusqu'à il y a 18 mois on va dire. Donc on est rentable, on n'a pas relevé d'argent, donc on s'est développé sur fonds propres. Vous êtes rentable aujourd'hui? Ouais, on est rentable depuis 2019 tous les ans. On fait 50% de croissance et on l'a fait exclusivement avec le brand content. Et depuis 18 mois, on a en plus la rémunération des plateformes. Donc c'est historiquement ce qu'il y avait sur YouTube, en fait, avec un pré-roll et un partage de revenus entre le créateur et YouTube. Et de YouTube, il y a eu maintenant en plus en termes de sources de revenus, il y a Snapchat où on est présent, il y a Facebook également, et puis évidemment YouTube. Et donc ça, l'année dernière, ce partage de revenus-là, en fonction des vues qui sont générées, c'était 25% du chiffre d'affaires l'année dernière. Donc non négligeable. Mais ça existait déjà avant, cette rémunération des plateformes, non? Alors oui, mais c'était beaucoup sur YouTube, et sur Facebook, ça a été... les CPM ont pas mal augmenté, en fait, surtout parce qu'on est allé sur des contenus longs, en fait. Et la vraie difficulté pour nous, c'est ce qui a mis du temps, en fait, autant on a été très fort très tôt sur des vidéos d'1 minute avec de la surimp,
quand il faut faire des vidéos de 3 minutes, 4 minutes pour justement aller chercher ces monétisations-là, c'est une autre manière de produire. Donc tout ça, ça demande de l'investissement, un peu d'investissement. Ouais, exactement. Ok, donc oui, donc il y a une vraie différence dès que tu veux faire un peu du long, etc. Donc 25% des plateformes, le reste c'est du brand content. Tu peux expliquer un peu quel type d'opération brand content? Est-ce que ce sont des trucs, est-ce que c'est de la marque blanche? Est-ce que c'est des vidéos différentes? Il y a différents modèles dessus? Alors c'est essentiellement donc c'est production de contenu et diffusion sur nos réseaux sociaux. Sur vos réseaux sociaux pour profiter de votre puissance. En fait c'est ça, c'est que nous quand on va voir un partenaire, on met en avant deux choses. D'une part c'est notre capacité à pouvoir expliquer des sujets complexes. On travaille beaucoup avec le secteur de l'énergie parce qu'il y a de la transition énergétique à expliquer. Ouais. Le secteur de l'automobile parce que c'est les nouveaux sujets liés à la mobilité. Donc il y a plein de choses. Ouais. On travaille aussi avec le gouvernement, notamment sur des sujets de prévention, en fait, liés à l'alcool, liés au tabac. Et donc, en fait, c'est nous, le savoir-faire qu'on va avoir en termes de création pure, j'entends, c'est comment on arrive à faire de la pédagogie sur les réseaux sociaux. Vulgarisation, pédagogie, tout en gardant ce côté entertainment auquel vous tenez, qui est votre claim, etc. Ça doit rester sympa et donc on n'est pas dans un truc trop prise de tête, etc. Donc ce ton, vous êtes capable de le faire et ces vidéos passent dans vos flux parmi les autres vidéos marquées comme étant du brand content, évidemment. Mais tout à fait. Je vais faire de rappeler. Ouais. Et ça réagit de la même façon sur ces vidéos. C'est les mêmes taux de vues, de clics. C'est hyper variable parce que forcément ça va dépendre du sujet et de la manière dont on va le traiter, mais oui, c'est pas parce que c'est une vidéo qui est en partenariat qu'elle va moins bien marcher. Après c'est votre capacité peut-être vous à être cool, fun, bien le faire. Vous avez déjà refusé des produits quand tu sais que ça va être trop chiant et que ça marchera pas? Alors oui, ça peut arriver notamment quand parce que on a quand même une responsabilité, on est sur les réseaux sociaux et on est un média qui fait de la connaissance et de la pédagogie. Donc quand on fait de l'éditorial, il y a une vraie responsabilité à avoir dans les sujets qu'on va mettre en avant. Ouais. Et donc forcément, il faut que ça rentre un peu dans cette ligne éditoriale de on va apprendre ou découvrir quelque chose qui est un peu le dénominateur commun à tous les sujets qu'on va faire, quoi. D'accord. Dans les chaînes sociales dont t'as pas parlé de TikTok, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de monétisation, vous y êtes pas, ou parce que vous n'avez pas craqué le code? Alors non, on est sur TikTok et d'ailleurs, je pense qu'on a été un des premiers médias à aller sur TikTok. On s'est lancé un peu avant le confinement, là où là il y avait encore de la place à prendre. Et on le fait très souvent. Là, on est sur Spotlight aussi sur Snapchat, qui est encore un territoire qui est assez peu présenté par les médias. On pourra en parler. Ouais. Mais TikTok, non, on a plus de 2 millions d'abonnés et on marche très 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 fort sur TikTok. D'accord. Et vous monétisez comment? Alors je suis un peu néophyte. Je reste peut-être sur des trucs de clichés que en fait c'est très dur de monétiser sur TikTok, que c'est plus de la notoriété, etc. Est-ce que toi là qui cartonne, vous avez 2 millions d'abonnés, c'est ça? Tu monétises bien, c'est de la vue et que tu vends à tes annonceurs. Ouais, c'est beaucoup pour le brand content. Ouais. Donc on fait beaucoup d'opérations brand content sur TikTok, notamment sur des sujets de marque employeur pour les jeunes, sur tous les métiers liés à l'industrie par exemple, qui a beaucoup de mal en ce moment à recruter. Donc ça c'est un vrai sujet brand content. Et après sur la monétisation, c'est pas encore ouvert aux médias, mais il y a quelques tests qui sont en train d'être faits aux US. Donc voilà, ça va arriver, quoi. Ouais, donc ça, vous regardez de près parce qu'en fait, Day One, ça fait des revenus en plus pour le mail sans aucun surcoût. Ouais. Les vidéos que vous faites sur TikTok, par exemple, ou Snap, on reviendra dessus parce que ça m'intéresse de savoir sur Spotlight, vous les adaptez d'un réseau à un autre? Ou est-ce que vous avez une espèce de dénominateur commun de la vidéo la plus simple possible, on va dire, la plus lisse pour qu'elle marche partout? Alors là, on rentre dans sujet très complexe de l'organisation. Alors, ce qu'il y a d'assez génial, c'est que l'essor de TikTok a mis en avant le flux infini et l'algorithme de découverte. Donc, c'est du vertical 9/16e. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, TikTok a amené cette manière de créer le contenu, donc le 9/16e vertical, et ça a été repris par le groupe Meta avec Facebook et Instagram avec les Reels. Ça a été repris par YouTube avec les Shorts. Et Spotlight avec sur Snapchat. Tout le monde est sur ce format. Exactement. C'est devenu donc ça, le standard. C'est la forme. Après, il est vrai qu'il y a certains sujets
qu'on va diffuser sur TikTok, mais qu'on va peut-être pas amener sur Instagram parce que on pense qu'en termes de ligne éditoriale, ça va peut-être pas être aussi pertinent. Mais ce qui est génial, c'est que ce format-là a quand même créé un standard où en fait on peut multidiffuser. D'accord. Ok, donc ça c'est donc voilà, donc il y a pas, à part de certains choix de sujets, il y a pas plusieurs versions d'un sujet par plateforme. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, ça m'intéresse parce que c'est j'imagine que pour vous c'est critique, c'est-à-dire le temps que tu vas repasser au montage versus ce que tu vas gagner en reach. C'est d'ailleurs le réacteur en fait, hein, même de ce qu'on fait nous au quotidien, c'est comment on arrive à produire intelligemment en fait. Alors il y a le format 9/16, mais après il y a toute la partie format un peu plus long. Ce qu'on appelle nous long, ça va être 3 minutes et plus. Sur YouTube, ça prend la forme plutôt de vidéos de 16/9 de 8 à 12 minutes. Avec un gros travail de journalistique et on en fait une par semaine sur YouTube actuellement. Donc c'est beaucoup de boulot sur chacune des vidéos. Après, si par exemple on est sur Facebook, la vidéo YouTube, on peut l'adapter pour la passer sur Facebook, mais là il faut repenser un peu l'accroche. Parce que YouTube est une plateforme de destination, donc on choisit, déjà on sait exactement quand on clique sur une vidéo YouTube la durée de la vidéo. Donc on est déjà en condition et on sait ce qu'on va regarder. Sur Facebook ou sur Snapchat aussi où il y a des contenus de 3 minutes et plus, c'est un peu différent, on est un peu plus dans cette logique de flux, donc il faut être beaucoup plus percutant. Il n'y a pas d'intro à proprement parler comme sur YouTube, il y a une intro par exemple. Voilà. Effectivement. Et après il y a plein de spécificités quand on est sur YouTube qui est une plateforme historiquement de créateurs. Il y a même des nouveaux métiers qui n'existaient pas avant, les media makers, qui sont des gens qui sont spécialisés dans l'édition de miniatures YouTube. Je savais pas qu'il y a des gens qui étaient spécialisés dessus. Ouais, bien sûr. Avec tous ces codes qu'on voit de montage, des trucs très percutants, beaucoup de couleurs, mais qui se ressentent tout un petit peu. Hein. Donc le problème, c'est que si tout le monde le fait, au bout d'un moment, tu vas avoir du mal à sortir du lot. Nous, on travaille beaucoup sur les miniatures. C'est un vrai sujet. Et pour YouTube. Uniquement, quoi. C'est très spécifique à YouTube. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, quand on va travailler sur une vidéo de 10 minutes, nous, on produit assez peu de vidéos. On n'est pas dans cette de production, en fait. C'est-à-dire en volume. On produit combien de contenu par jour ou en moyenne, c'est quoi? C'est 20 productions par semaine. D'accord. Alors après, il peut y avoir des multidiffusions, donc il peut y avoir plus de diffusions, mais c'est 20 contenus originaux qu'on va produire. D'accord. Et donc, en fait. Ça, c'est une moyenne ou c'est un peu votre objectif? C'est à peu près ça. D'accord. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc tout le travail après qui est hyper important pour nous, c'est qu'en fait chacune de ces vidéos, étant donné qu'on en produit aussi beaucoup moins, ce soit à chaque fois des vrais succès d'audience. Et donc ça passe par justement cette petite miniature là. C'est hyper important parce que c'est ce qui va faire que les gens vont cliquer, donc regarder la vidéo, et plus les gens regardent, après c'est le fonctionnement d'un algorithme. Tu peux la changer ta miniature en cours de route? Est-ce que alors j'ai peut-être des questions, mais est-ce que tu peux voir qu'au départ la vidéo marche mal parce que la miniature, et tu la changes en cours de route et typiquement sur Snapchat, quand on sort un show, on a plusieurs versions il y a plusieurs miniatures et on en fait et ça peut arriver qu'on les change en cours de route. Ouais, bien sûr. D'accord. Et ce qui serait cool, c'est de pouvoir faire de l'A/B testing, tu sais, comme sur un site mais il faudrait que Snapchat te donne les outils pour faire ça. Nous, on en fait un peu de l'A/B testing et notamment on va pré-tester des vidéos en fait, c'est-à-dire, et notamment on se sert de Facebook pour ça, où en fait on va montrer 3 versions d'une vidéo en schématisant, on va changer le titre, on va changer la première seconde, etc. Et on va diffuser ces 3 vidéos à des petites audiences pour savoir laquelle a mis. Et alors là, c'est soit on diffuse et on sait que la vidéo va marcher, soit on repart en production et on modifie. D'accord. Donc il y a quand même des petits hacks quelque part qui vous permettent de tester ça, et même si ce sont pas les mêmes audiences, si tu as des différences notables de clics, tu sais que telle version, telle vignette sera mieux reçue et marchera mieux sur d'autres. Mais c'est surtout que même nous on s'en rend compte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le même sujet, mais on va changer peut-être les 2 premières secondes et le titre. Et la vidéo à la première diffusion, elle a fait 100 000 vues. On va modifier en fait ces éléments d'accroche. Et en fait, la vidéo, elle peut faire 500 ou 1 million de vues. Enfin, c'est de ça qu'on parle, quoi. Ouais, ça c'est dingue. Donc oui, effectivement, t'as tout intérêt à bien craquer ça, à bien l'optimiser, à regarder ça très très près, quoi. Et surtout sur 20 sujets par semaine, qui est pas tant que ça au final. C'est ça.
si t'en loupes un, c'est compliqué, c'est 5% de ton chiffre d'affaires. Et du coup, mon associé, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que mon associé, et c'est un peu aussi, ça va avec le profil qu'on a, mon associé et moi, c'est que lui est ingénieur, et donc en fait, il travaille beaucoup avec donc l'équipe de journalistes et toute la production avec les monteurs, etc. Mais c'est un savant mélange entre le côté très data, chiffres et le côté ingénieur de mon associé et qui est et avec tout le travail journalistique et éditorial qu'on peut faire, quoi. Ouais, parce que forcément les deux vont totalement de pair. Vous avez en interne des outils, des choses, enfin sans dévoiler les secrets non plus, mais pour justement c'est la diffusion sur toutes ces plateformes, la remontée de data. Est-ce que c'est très manuel au final et un mec va poster et machin Ouais, sur la publication c'est assez manuel, mais en revanche il y a en termes d'outils il y a toute cette partie A/B testing qui est importante. Et après en fait c'est surtout le gros sujet qu'on a, c'est comment on arrive à produire efficacement en fait. Ouais. Et c'est tout l'enjeu quand on fait de la création en fait, et donc là on a développé nous un outil en interne, dont d'ailleurs on est en train de sortir la version 2 là. De montage. C'est pas le montage, mais c'est comment on arrive à faire en sorte que toutes les équipes travaillent bien ensemble. Et surtout un point qui est hyper important, c'est comment on valorise le catalogue passé. Oui. C'est-à-dire que nous, on a un vrai enjeu, et c'est aussi le positionnement un peu sur l'edutainment, où en fait, on n'est pas un média d'actualité, donc les vidéos qu'on crée, on a envie de pouvoir les réutiliser à la fois dans le temps, donc on va la diffuser une première fois en janvier, mais on peut la rediffuser en juin et en décembre. Et du coup, c'est comment on arrive à revaloriser le catalogue, et pour ça, il faut pouvoir stocker la data et la réutiliser. Et donc c'est ça qui est hyper important. Pour quoi? Pour voir celle qui avait bien marché, pour voir ce genre de choses. Parce que là, en fait, vous êtes quelque part dépendant. Une fois que la vidéo elle a été postée, ça, je sais pas, t'as un pic d'audience, puis ça retombe, puis après elle disparaît la vidéo. Tout à fait. Ouais. Alors ça dépend des réseaux. Sur YouTube, c'est peut-être un peu moins vrai. Ouais. Elle peut avoir une vie un peu, mais oui, en effet. En fait, après, sur YouTube, sauf à être abonné à la chaîne, etc. Et là, effectivement, tu peux aller browser un peu le catalogue, etc. Mais sinon, elle sort pas. L'algo, t'as pas le côté nouveauté. Donc, c'est pas évident, effectivement, de faire vivre son catalogue et de pas se foirer et trouver le... Et donc, c'est pour ça que nous, la data, on va s'en servir pour ça. C'est de se dire, en fait, on a une vidéo qui a très, très bien marché il y a 6 mois. Et cette vidéo-là, on l'a pas publiée depuis 6 mois, donc il y a peut-être une opportunité pour la republier. Et par rapport à un sujet où vous essayez d'avoir un algo qui vous fait popper le matin en disant tiens, l'équipe, voilà le top 3 des vidéos qu'il faudrait poster aujourd'hui parce que ça fait X mois, elle avait bien marché, etc. C'est construit comme ça. Ouais, donc une espèce d'algo qui vous force à aller chercher dans le catalogue. Et c'est un peu... On réfléchit beaucoup à ces sujets de comment on arrive à garder cette rentabilité et cette croissance. Et ça passe par en fait 2 éléments. C'est la valorisation du catalogue pour pouvoir republier dans le temps les contenus. Et ça, c'est le positionnement sur l'edutainment. C'est qu'en fait, vu qu'on n'est pas un média d'actualité, nos contenus sont quelque part un peu evergreen. Donc on peut les réutiliser dans le temps. Et étant donné qu'on fait pas ni l'actualité ni le côté un peu divertissement qui est très souvent lié au côté culturel d'un pays. Ouais. En fait, comment TikTok influence notre musique, par exemple, qui est un de nos sujets qu'on a fait sur YouTube, ou d'expliquer la construction du canal de Suez. En fait, c'est des sujets qu'on peut republier plusieurs fois dans l'année, et en même temps qu'on peut traduire et publier dans d'autres langues. Ce que vous faites? Ouais. Aujourd'hui, on publie des contenus en plusieurs langues. On a l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le norvégien, le néerlandais. Et alors, pardon, mais donc ça, vous le faites, c'est cool, machin, et donc la monétisation par les plateformes. Mais vous avez des équipes de sales qui sont capables d'aller vendre du brand content dans ces langues-là, ou là, c'est vraiment plus, on construit de la commu, on monétise par les plateformes, et demain, si tout va bien, se développe, ça nous fera directement des bases sur laquelle s'appuyer pour aller faire un peu de brand. C'est essentiellement pour l'instant la partie monétisation plateforme, et en tout cas c'est comme ça qu'on voit le développement en fait. C'est de se dire en fait il y a le brand content, mais qui est essentiellement un sujet français et qui nous a permis de très bien nous développer, et là on ouvre un nouveau chapitre avec ce développement international qui passe par la valorisation d'un catalogue existant et beaucoup de traduction en fait.
Ouais. Et alors, tu peux expliquer la traduction? C'est du DeepL et puis un peu de repasse. C'est très humain ou c'est des mecs dans des pays, t'as trouvé des free qui traduisent ça? C'est ça. En fait, c'est qu'on a une personne qui s'occupe de faire de la gestion de projet chez nous et qui travaille avec une équipe de free qui est un peu partout dans le monde en fait, et qui va réenregistrer des voix, qui va refaire un montage, des titres, etc. Et toutes les vidéos sont traduites? Et disons qu'on va utiliser les meilleures vidéos pour la partie internationale. D'accord. Voilà. Donc, et dans un optique de quelques heures, quelques jours pour voir les résultats des vidéos. Et c'est presque immédiat. Hein. C'est presque immédiat. Ouais. C'est-à-dire que tu sais très vite si une vidéo va marcher ou. Ah bah oui, ça va très vite. Notamment on travaille beaucoup avec Snapchat là-dessus. Et d'ailleurs, je salue Jean-Philippe que je crois que tu as reçu. Ouais. Sur Snapchat, on est présent en Allemagne par exemple, où on marche très très bien en Allemagne, mais c'est la traduction de un de nos shows Snapchat qui s'appelle Décode. On répond à des questions que vous n'êtes pas encore posées. et en fait, c'est les mêmes émissions qu'on va traduire après en néerlandais, en allemand, etc. D'accord, ok. Donc effectivement, il y a un choix quand même un peu business pour le côté ROI quelque part. Si une vidéo marche pas ou peu, il y a peu de raisons ou des choses qui sont peut-être très françaises dans les sujets. Ouais, c'est ça. Il y en a certains qui vont peut-être moins s'exporter, mais. Ouais. Et ça d'ailleurs, c'est un choix que vous faites. Peut-être parlons un peu de l'édito, ce côté un peu edutainment que vous revendiquez, etc. Donc c'est tout sauf un média scientifique. Je l'ai bien compris. Même si alors même sur l'innovation, d'ailleurs c'était pas scientifique. Hein, l'innovation c'était vraiment sur tout type d'innovation. Il y a de la tech, il y a plein de choses dedans. C'est par rapport aux réseaux sociaux, c'est une bonne ligne éditoriale. C'est un truc que tout le monde consomme bien, l'edutainment. Qu'est-ce que tu peux en dire? Parce que j'ai l'impression que c'est pas un nouveau positionnement, mais vous l'assumez très fort depuis quelque temps. Ouais, en fait, c'est qu'on aime bien se définir comme le bon côté des réseaux sociaux qui sont souvent décriés pour être des lieux de polarisation de la société où les gens vont s'affronter, etc. Et en fait, nous, plutôt que de diviser sur l'actualité, on préfère rassembler sur la connaissance et faire des sujets plutôt explicatifs pour en fait apporter des clés de compréhension du monde qui nous entoure. Et ça, en fait, on peut parler du coup de géographie, d'histoire, mais on peut faire un sujet sur TikTok pour expliquer la naissance de la chirurgie, et faire entre 500 et 1 million de vues sur un sujet comme ça, quoi. Ouais. Et c'est fou. C'est ça. Génial de se dire qu'en fait, on apporte un peu de connaissances sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est que je suis convaincu que tous ces réseaux-là, en fait, et en fait, de manière générale, le grand public a envie d'apprendre. Maintenant, il faut arriver à trouver le bon format pour que du coup, ça puisse s'insérer sur ces flux infinis où en fait, il peut y avoir plein d'autres contenus. Ouais, c'est ça, avec une attention limitée, etc. Et donc dans ces vidéos, on l'a dit, hein, c'est des vidéos de quelques minutes, quelques secondes à quelques minutes pour vos longs formats, on a dit à la brute, rythmé, sous-titres, etc. Vous avez testé des choses plus incarnées, qui est quand même un grand mouvement qu'on voit où on aime bien commencer à avoir des journalistes face cam, avoir des noms, etc. Vous avez testé des types de formats ou est-ce que pour le moment vraiment c'est l'algorithme des plateformes veut ce genre de vidéo, on le fait, on garde notre ligne éditoriale, mais... Alors nous on est convaincus, c'est comme ça qu'on va imaginer tous nos sujets, c'est de se dire que c'est le contenu qui prime. Donc en fait, si le contenu nécessite un peu d'incarnation, on mettrait un peu d'incarnation. Là, une des dernières vidéos qu'on a sorties sur YouTube sur l'origine des prénoms, il y a un peu d'incarnation. Mais l'incarnation viendra toujours au service du contenu. Plutôt, c'est pas dogmatique, quoi. C'est si jamais il faut en faire, on en fait. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi cette partie de développement à l'international et notamment de traduction de nos contenus. Et l'incarnation, elle se perd. Pour le coup, là, c'est plus du tout le même boulot, quoi. Et surtout, c'est qu'en fait, il faudrait retourner des plans et du coup, en fait, ça met un peu en péril ce modèle de on crée une vidéo une fois et on la multidiffuse pour que ça puisse être, en fait, tout simplement être rentable. Hein. Ouais, ça, c'est pas votre modèle. En tout cas, ce qui laisse on s'interdit pas. Ouais, exactement. On en fait. Et puis on a des journalistes face caméra et qui sont très bons dans l'exercice. Hein. Et en parlant justement des journalistes, donc vous avez des journalistes, des cartes de presse, etc. Il y a sur les réseaux sociaux, on a beaucoup reproché la propagation de fake news. Vous êtes dans l'edutainment, mais donc dans l'edutainment, il y a éducation. Donc vous parlez de vous expliquer des faits sans contradiction.
quelque part, puisque c'est pas non plus Wikipédia, c'est pas contributif, tu peux pas corriger. Vous avez quand même une grosse responsabilité dessus. Est-ce que vous avez un comité de vérification des news, ou est-ce que vous contentez, là je te provoque un peu, mais de choses consensuelles, vérifiées, etc., simples, où vous prenez pas de risques? Alors, tu vois ce que il y a plein d'enfants qui arrivent sur TikTok et qui vont vous voir, et donc ce que vous dites vont le répéter à leurs copains. Ça va vite, quoi, la propagation de. Ouais, alors t'as tout à fait raison. C'est comment on met en avant nous cette rigueur journalistique, et comme tu le dis, en fait, on a des journalistes qui ont la carte de presse et qui font vraiment un super boulot justement de vérification des sources, etc. Donc on a une vraie responsabilité en fait. Explore Media cette année, l'objectif c'est de faire quasiment 1 milliard de vues. 1 milliard de vues. Et vous y serez? On est à la moitié de l'année quasiment. Ouais, je pense que on devrait y arriver. L'année dernière c'était 850 millions de vues. D'accord, donc c'est pas inatteignable. Donc je pense que ça devrait. Donc ce que vous dites est vu. Ouais, bien sûr, partagé, etc. Tout à fait. Ouais, donc c'est à chaque fois, c'est du travail journalistique, hein, c'est de vérifier ses sources. Et ça, c'est essentiel quand on fait des sujets, en effet, comme tu dis, sur l'éducation. Ouais, non, mais c'est clair. Alors, je l'avais fait au début un peu sur la science, mais j'essaie d'élargir évidemment le sujet. Quel bilan tu dresses de l'offre éditoriale autour justement de la connaissance, etc. Il y a eu beaucoup de nouvelles chaînes qui sont lancées sur YouTube. Comment est-ce que tu regardes un peu tout ça? Alors c'est assez marrant, comme c'est un territoire qui a été la connaissance au sens large, qui a été préempté par des créateurs de contenu. Je pense notamment à Nota Bene sur l'histoire, soit Jamy sur des sujets peut-être un peu plus sur la science. Il y en a beaucoup aussi qui font de la culture G, notamment sur TikTok par exemple, mais des médias qui ont cette proposition éditoriale de faire de la connaissance et de l'edutainment, finalement il y en a assez peu qui sont spécialisés là-dedans. Alors après, évidemment, il y a Le Monde qui fait des vidéos sur YouTube qui sont géniales, un peu dans cette vanne-là. Mais c'est une rubrique brute en fait. Voilà, mais c'est une petite partie de leur ligne éditoriale plus globale. Et nous, on a vraiment fait ce choix-là de se dire qu'on était le média dédié à l'edutainment. Et nous, s'il y a un média dont on s'inspire beaucoup et qu'on adore, c'est Vox aux US, dont la chaîne YouTube est une vraie pépite, et nous c'est vraiment ça. C'est votre grand modèle que vous regardez. Ouais, moi, je suis très consommateur, j'adore ce qu'ils font. De très près. Et qu'est-ce qu'ils ont des innovations qui vous intéressent, que tu regardes, des tendances? En fait, ils sont combien? Tu connais un peu dans le détail? Je sais pas combien ils sont au global, mais c'est un très gros groupe média, hein. Il y a plein d'autres marques, c'est assez costaud. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse dans ce modèle-là, et c'est un peu nous ce qu'on voit, c'est que pour nous, il y a vraiment deux tendances sur le social aujourd'hui. Il y a soit le très court vertical, soit des sujets qui sont de plus en plus longs. Nous, c'est vraiment vers ça qu'on tend, quoi. Et vers du plus long. Donc plus de fond, plus exactement. D'explications. Et alors c'est quoi du long? Parce que tout à l'heure tu disais normalement c'était 3 minutes. Pour l'instant c'est 8 à 12 minutes pour nous, mais on s'interdit absolument pas d'aller sur des formats encore plus longs. Et donc là on parle de YouTube principalement, j'ai l'impression que c'est la plateforme pour ce type de format. Alors ouais, en effet YouTube, mais Facebook. Alors on a tendance souvent à négliger en disant que Facebook, il y a peu de gens qui y vont, etc. C'est nos parents, les machins. Mais c'est encore très très costaud. Hein. T'as quelques chiffres là-dessus à nous donner sur Facebook, combien ça représente dans votre split réseaux sociaux? Nous l'année dernière, sur les 850 millions de vues qu'on a réalisées, il y en avait 40% qui étaient sur Facebook. Ouais, quand même. Premier réseau. Et après c'est YouTube et après quasiment égalité Snap, Instagram, TikTok. D'accord. Avec des dynamiques, j'imagine, différentes. Ces 3 derniers-là ne font qu'augmenter. Ou est-ce que c'est assez stable? Enfin, là, non, en fait, c'est assez stable finalement. Là, on a quand même YouTube qui remonte un petit peu sur 2023 par rapport à un Facebook. Ouais. Mais non, c'est quand même assez stable. Même si là, on a Spotlight qui est le dernier réseau qu'on a lancé là il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça fonctionne, Spotlight? Quel intérêt pour vous?
C'est quoi un peu les en fait, mécanismes? Spotlight, c'est la version 9/16e flux infini de Snapchat. D'accord. Vous êtes partenaire donc? Ouais, on connaît très bien les équipes et ils nous accompagnent vraiment dans le développement. Ça c'est cool. Ça aide dans les médias d'avoir ce genre de relation de partenariat. Ah ouais, c'est essentiel en fait parce que on échange aussi sur les bonnes pratiques, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et ouais, on s'est lancé dessus. Alors il y a très peu de médias qui y sont encore. Quoi? Il y a Brut qui est sur la plateforme, mais on en est encore à ses débuts. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on utilise aussi le format 9/16e qu'on a déjà produit ailleurs, qu'on maîtrise très bien. Ouais. Et donc en fait, on a un catalogue de plusieurs de dizaines et de dizaines de vidéos qui ont déjà fait des très gros scores d'audience. Day One, t'as un catalogue et une profondeur. Et surtout, c'est que nous, le gros avantage, c'est qu'on peut aller chercher des sujets qu'on a fait en septembre dernier, quoi, et qui sont toujours valables, quoi. Quel plaisir, ça. Ouais. Contrairement à l'actu, tu vois, de l'info générale, c'est beaucoup plus dur. Là, on fait périme très vite. 15 millions de vues par mois sur Spotlight. D'accord. Sans aucune production originale, sans. Exactement. Ouais. Ça, c'est fou. Et en tant que partenaire Snapchat là-dessus, vous êtes mieux rémunéré? C'est comment ça? Ouais, on fait partie. Du coup, on a intégré. Vous avez un minimum garantie là-dessus? Alors, non, mais on est accompagné du coup par Jean-Philippe notamment. En fait, on a plusieurs shows, donc qui sont en fait des espèces d'émissions. Donc on en a un qui s'appelle Welcome to the Future, qui est sur l'innovation. On a un Décode, j'en parlais tout à l'heure, où on répond à des questions que vous n'êtes pas encore posées. Et on en a encore d'autres en préparation. Et en fait, ça installe un format. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'on est organisé par format plutôt que de créer à chaque fois une nouvelle vidéo. En fait, on va créer une espèce d'émission qu'on va après décliner en plusieurs épisodes. Qui est, sans offense, juste un repackaging de vidéos existantes. C'est de la curation sur des sujets. Tu dis, tiens, il y a tel sujet, ou non, il y a quand même des créations? Non, c'est des créations. Par exemple, si je prends l'exemple de Décode, qui est donc un package, en fait, ou une verticale, un show, une émission. Ouais. Il peut y avoir un épisode sur quelle est la matière la plus chère du monde, un épisode sur l'incroyable logistique de la Formule 1, un épisode sur comment est protégé le président des États-Unis. Ouais, ok, d'accord. Donc ça peut être vraiment sur plein de sujets. Si on regarde, donc là, vous maîtrisez parfaitement ces plateformes. Est-ce qu'il y a d'autres territoires quand même sur lesquels vous voudriez aller? Alors, je sens qu'il y a encore beaucoup de boulot, il y a d'autres pays à investir, etc. Maintenant, tu te dis, et tu sais, c'est un peu le move qu'avait fait Naosis. Ils avaient fini par réouvrir un site. Je sais pas si tu te souviens, ils avaient une landing au départ où ils disaient même le nom landing paraît un peu obsolète. Ils étaient entièrement dépendants des plateformes, de leur algo. À un moment donné, ils se sont dit, bon, il nous faut notre plateforme, on veut un peu. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez? Parce que l'exploitation de ce catalogue, ça pourrait être assez fou. Il pourrait y avoir peut-être des offres payantes, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a d'autres territoires que vous aimeriez explorer? Oui, alors effectivement, la création d'un site internet, je pense que on en parle très régulièrement. Il y a de faire des événements, enfin... L'éventail est très large en tant que média de pouvoir aller investir d'autres territoires. Maintenant, on est un média indépendant, on se développe sur fonds propres et donc on fait très attention au focus et aux nouvelles plateformes où on va aller. La prochaine, en tout cas, c'est le podcast. Mais si je prends l'exemple du podcast, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais on attendait d'avoir la bonne manière de produire. Et en fait, on attendait surtout d'avoir des formats vidéo, donc un peu ces fameux shows, ces émissions-là, qui allaient pouvoir se décliner en podcast. Et ça, je pense que vous avez une super carte à jouer. Hein. Tu vois, l'avènement des podcasts vidéo, YouTube s'y met, faire des émissions. Enfin, je t'invite là, dès cet après-midi, à contacter Spotify, leur vendre des émissions, des programmes originaux. Il y a des choses à faire. Vous leur parlez? Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, le podcast, c'est le prochain sujet d'ailleurs, on est en train de travailler dessus et le premier podcast devrait sortir là dans les prochaines semaines. Cool. Voilà. Bon. Tu peux nous dire le nom ou... Ouais, je pense que ça va être adapté du format Décode dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Voilà. Qu'on retrouvera donc sur Spotify, sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, dans tous les bacs à l'ancienne. Top. Écoute, si on regarde un peu là, encore une fois, même un peu plus loin, le futur, est-ce qu'il y a des choses
c'est quoi le futur d'Explore? Est-ce qu'il y a de l'IA? Est-ce qu'on pourrait demander des infos? Explique-moi justement ça. Et puis ça irait piocher dans les vidéos. Vous pensez à ce genre de choses? Voilà. Forcément, on regarde l'IA avec beaucoup d'intérêt, mais aussi de méfiance, parce que comme on en a parlé, on a une vraie responsabilité parce qu'on fait des contenus éducatifs. Du coup, l'IA, alors c'est très bien, on peut apprendre plein de choses avec ChatGPT, mais il y a quand même ce sujet-là de la source journalistique, etc. Donc on va utiliser l'IA, en tout cas ce qu'on commence à faire un petit peu chez Explore Media, ça va être par exemple, notamment parler des miniatures YouTube. Ouais. Ça en fait c'est génial parce que ça permet de pouvoir faire plein de versions très facilement. Avec un mid-journée ou essayer de faire des variations. Tout à fait. Ou même sur de la titraille de sujets Facebook, en fait, de pouvoir avoir plein de versions avec l'IA. Donc c'est plutôt comme ça qu'on va le regarder, plutôt que d'utiliser IA en production. C'est plus effectivement sur des éléments peut-être un peu marketing, etc., que sur le fond, etc. Ouais, j'aime bien d'ailleurs parler de marketing des contenus vidéo, en fait, parce que c'est vraiment ça, en fait, ces contenus. C'est totalement ça, hein. C'est de la data. Il y a des gens des consommateurs en face. C'est comment tu marketes bien le produit pour qu'il soit le plus vu, lu, par le plus grand nombre, quoi. Il faut assumer. Ouais. Ce côté marketing, ce que vous faites relativement bien. Écoute, on est est-ce que je m'étais quand même noté, est-ce qu'il peut y avoir des partenariats puisque vous êtes quand même sur l'éducation, je sais pas, avec France Télévisions, l'éducation nationale, des grands organismes, l'INA, j'en sais rien, tu vois, vous avez quand même ce bassin, vous êtes cette puissance sur les réseaux sociaux, vous parlez aux jeunes, ils vous regardent. Est-ce qu'il y a des choses possibles à faire là-dessus? Alors des institutionnels? Alors on travaille sur ces sujets-là, on travaille pas mal avec Arte et on a travaillé aussi avec France Télé. Et on travaille d'ailleurs avec France Télé encore. Avec France Télé par exemple, on est en partenariat avec KnowYou, qui est leur nouveau média qui est dédié à l'écologie et du coup on est en partenariat avec eux. On va coproduire des sujets ensemble. Et on va les multidiffuser, donc une partie on va faire une diffusion sur Explore Media et une diffusion sur KnowYou. D'accord. Et après avec France Télé et avec Arte, on met en avant aussi des documentaires. Donc c'est ils ont programmé en fait une petite vidéo promotionnelle d'un documentaire qui est cool, etc. Et ça c'est quoi, c'est un partenariat financier? Non, c'est de l'échange de visibilité en fait. Puis voilà, moi c'est hyper cool quand on est sur Arte. Non mais bien sûr, voilà. T'as un côté superbe marque et tout, t'es très fier de pouvoir faire ça et d'être promu dans les deux sens, évidemment. Je connaissais pas KnowYou, donc je fais mon mea culpa. Ta planète, ton média, je vais regarder ça un peu de près, voir si on peut en parler un petit peu. Est-ce que t'as un truc cool à nous partager, qui est un peu le gimmick de l'émission? Alors bien sûr, toutes vos vidéos sont cool, il y a plein de trucs cool, chaque jour vous postez des trucs cool. Je sais pas, mais toi, un truc qui t'a un peu interpellé ces derniers temps? Je dirais en truc cool, comme tu dis, c'est aller voir notre chaîne YouTube pour apprendre des choses, ça c'est super cool. Mais il y a mon associé on est invité sur scène à Vivatech, donc qui est au moment où on enregistre la semaine prochaine. Ouais, mi-juin. Et il va parler sur scène en fait de l'avenir des médias, de la vidéo, de l'infobésité, de plein de sujets assez sympas. Et du coup, super fier que d'ailleurs C'est une espèce de reconnaissance un peu pour vous de monter. C'est un peu ça. Je suis d'ailleurs hyper content d'être sur Mediarama et mon associé invité à Vivatech. C'est aussi une forme de reconnaissance du travail éditorial que font toutes les équipes chez Explore Media au quotidien. Donc, mais ça, cool. C'est intéressant, sans rentrer dans le côté psy. Vous avez un problème un peu de légitimité, ces médias 100% vidéo, avec ce côté business, marketing très assumé. T'as l'impression que les médias tradis vous regardent un petit peu de haut en disant c'est de la pub, c'est du business, c'est pas pour nous. Non, je pense que c'était un peu vrai au tout début quand on s'est lancé, mais non, maintenant je pense qu'on est plutôt reconnu et je crois savoir en plus que dans quelques rédactions à Paris, on parle pas mal de notre savoir-faire, notamment sur TikTok, etc., où on est aussi beaucoup regardé. Donc non, moi je
Vous êtes bien et c'est plus de la reconnaissance positive. Ouais, très content de montrer. Puis on en connaît plein sur le marché avec qui on a des discussions et on partage un peu nos expériences. Donc non, c'est top. Bon, et écoute, super. Donc Vivatech, ça c'est le truc voilà, le truc cool parce que dans ta vie d'entrepreneur, c'est une reconnaissance. Pour ma part, c'est une expo que je suis allé voir dans le 13e boulevard Paris 13 de street art, un peu à ciel ouvert. Vous descendez à Place d'Italie et il y a plein d'immeubles, il y a tout un parcours avec des artistes. C'est très cool. Donc si vous êtes de passage à Paris, ce qui m'arrive moi tous les 15 jours, je suis à Bordeaux, hein, tu le sais maintenant. Oui. Et voilà, allez-y, c'est gratuit, c'est très impressionnant sur des façades d'immeubles, c'est très beau. Boulevard Paris 13 dans le 13e arrondissement. Jérémy, merci. Merci François. Pour ton temps, bravo pour Explore Média, une vraie belle réussite qu'on suit depuis quelques années. On nous a accompagnés sur 2-3 sujets et c'est impressionnant de voir tout le travail et le chemin accompli. J'espère que c'est qu'une étape et puis qu'on te reverra dans Mediarama dans quelques années. Avec plaisir. Tu me consacreras un peu de temps quand tu seras devenu un média international, le Vox européen. Merci en tout cas et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.